Bonjour à toutes et tous. Donc, nous allons vous présenter dans un premier temps les blocs 2 et 3. C'est ça. Voilà. On va le faire alors, à deux voix. On fait duo. Voilà, c'est ça. Vous avez bloc 2 et bloc 3. Mais bloc 3 ne sera pas toute seule parce que bloc 3 sera accompagné. Je ne fais jamais les choses seule. Donc voilà, nouvelle star du bloc 3. Voilà. Et après, vous aurez la star du bloc 7. Et après, voilà, donc, vous aurez la star prière du bloc de nous appeler comme ça maintenant pendant toute la journée. Bloc 2, bloc 3, bloc 3, bloc 7. Et après, vous aurez les 1, etc. Mais vous allez voir, à la fin de la journée, vous allez bien vous rappeler qu'il y a plusieurs blocs. Voilà. Alors, on va peut-être quand même se présenter parce que, bon, je pense que tout le monde... Sinon, tout le monde t'appellera bloc. Ouais, enfin, moi, je n'ai pas trop envie qu'on m'appelle tout le temps bloc, alors... Donc Marie-Odile Marchand, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, YAIPR, Académie d'Amiens, voilà, puis qui pilote le BTS Notariat depuis un certain nombre d'années. Donc, en principe, presque tout le monde me connaît, mais c'est pas sûr. Il y a toujours des petits nouveaux. Alors, par ordre d'arrivée au casting, Alexandra Almimov. Oui, la vieille, c'est moi, et après, il y a les jeunes, quoi. Bon, après, il y a la un peu moins vieille. Alexandra Almimov, ex-francilienne bourguignonne maintenant, et toujours notariat, quelles que soient les académies. Donc, la dernière arrivée, Aurélie Prolongeau. Donc moi, je suis YAIPR dans l'Académie de Nantes, mais j'ai enseigné effectivement en BTS Notariat au lycée Van Gogh à Hermont. Et voilà, j'ai quitté l'Académie quand je suis devenue inspectrice pour rejoindre effectivement l'Académie de Nantes, et je suis ravie d'avoir intégré ce groupe. Voilà. Bonjour à tous et toutes. Donc Lorena Crochemar, je suis enseignante au lycée Parc de Villegénis à Massy. J'ai donc intégré la formation en 2010, donc presque la première mouture. Donc voilà, je suis ravie d'être là avec vous. Eh ben c'est parti pour les présentations. Voilà, c'est parti donc pour la présentation. Alors évidemment, on ne va pas vous faire une présentation exhaustive de chacun de ces blocs parce que nous pensons que vous savez lire. Donc, et que vous avez aussi la capacité de comprendre. Donc, on va simplement revenir sur les objectifs que nous avons recherchés dans chacun des blocs, la façon d'enseigner, et c'est surtout ça qui nous paraît important. Donc, on va passer rapidement sur les contenus, et puis ensuite, on enchaînera assez vite sur les séquences pédagogiques, parce qu'on a voulu vraiment illustrer la façon d'enseigner pour acquérir des compétences, puisque on vous le rabâche, j'allais dire déjà depuis un certain temps, les BTS sont maintenant constitués en blocs de compétences et on doit donner aux étudiants une expertise, une compétence pour exercer leur activité professionnelle. Donc, 3 blocs de compétences, j'allais dire purement professionnelles. Le bloc 1, dont on va parler longuement cet après-midi, qui concerne l'accompagnement, évidemment, du client, selon des règles déontologiques. Monsieur Mecky a rappelé l'importance de la déontologie pour les notaires. Le bloc 2, la conduite d'un dossier en droit des personnes, de la famille et du patrimoine familial, qu'on va tous appeler bloc famille, parce qu'on sait bien qu'on aime bien les raccourcis. Et puis, le bloc 3, alors, le bloc 3, le raccourci devra quand même être un petit peu plus long, j'en suis désolée, parce que c'est à la fois l'immobilier et les biens de l'entreprise. Donc, vous pouvez l'appeler le bloc biens ou le bloc IMO, entreprise, comme vous voulez, mais sont rassemblés finalement 2 champs de compétences, celui sur l'immobilier et celui sur le droit de l'entreprise. Alors, vous l'aurez constaté rapidement, ce sont les 2 cœurs de métier de l'activité notariale. On n'a pas la transformation du BTS, c'est une transformation d'ordre pédagogique. Bien sûr, on a actualisé quelques contenus, mais sur les contenus, le droit n'a pas fondamentalement changé. Et quand nous avons discuté, parce que vous savez que la création d'un BTS, ça se fait avec la profession, M. Mecky l'a redit également, et nous avons auditionné un certain nombre de notaires, et il est bien ressorti que, évidemment, ce que les notaires attendent de nos jeunes, c'est d'être costaud en droit de la famille et puis en droit des biens. D'où les 2 blocs. Alors, le bloc 2, plus particulièrement,
Non, mais c'est pas grave. Voilà, je veux le suivant. Alors, si on rappelle les objectifs, je viens des données, former les dossiers qui sont liés aux droits des personnes et aux droits de la famille. Bon. Et en ayant une maîtrise, j'allais dire, parfaite, hein, alors le mot peut faire peur, mais on exige quand même, en droit, il n'y a pas d'à peu près. Hein. C'est peut-être ci ou peut-être cela. Il faut être extrêmement précis. D'où la maîtrise des techniques notariales et des savoirs juridiques qui sont associés. Vous avez bien vu, en lisant le référentiel, que l'une des grandes nouveautés qui peut parfois faire peur à certains d'entre vous, parce que les gens qui étaient plutôt E4 et qui n'avaient pas fait E5 se disent « Ouh là là, ça va être un petit peu plus compliqué », mais non, ça va aller, très bien. On ne dissocie plus les savoirs juridiques des savoirs techniques. Il faut constamment penser les séquences d'enseignement, et on y reviendra, en mélangeant les deux. Les compétences reposent sur des savoirs. Nous, ces savoirs-là sont essentiellement des savoirs juridiques. Et ensuite, on acquiert effectivement les techniques pour pouvoir répondre aux besoins de la profession. Alors ça va être la même chose dans le bloc 3 pour les biens immobiliers et les biens de l'entreprise. Former à la pratique notariale en matière de dossiers liés à l'immobilier et à l'entreprise. Vous pouvez avoir exactement la même diapo, donc par mesure d'économie, on n'a pas refait. Il y en a qui sont moins courageuses que d'autres. Il y en a qui font les diapos, puis il y en a qui commentent. C'est ça, j'assume. Je plaisante. Alors, donc, à chaque fois, des compétences professionnelles et des compétences juridiques. Vous voyez, mon discours va toujours être un petit peu redondant, je m'en excuse par avance. Et je remercie par avance Marie-Odile parce que c'est exactement la même chose pour le bloc 3, où vous allez retrouver les mêmes compétences professionnelles et les mêmes compétences juridiques sur lesquelles on s'appuie. Alors après, on verra dans le détail, mais de façon globale, c'est le même praticien. C'est bien pour ça que nous faisons cette présentation à deux, pour vous éviter une répétition. Donc, des compétences professionnelles, c'est apprécier une situation. Alors, apprécier des situations, j'aurais dû ajouter professionnelles, hein, j'ai fait des raccourcis. Effectivement, on est face à un client. Le client arrive avec ses problèmes, ses questions, et le collaborateur, davantage bien sûr encore le notaire, mais doit déjà être capable de cerner les problèmes. Il a tel problème, mais le client, il ne va pas le formuler en termes juridiques, lui. Voilà, il va dire, il veut se marier, et puis, voilà, il a des enfants d'un premier lit, qu'est-ce qui va se passer pour ses enfants, etc. Donc, appréciation des situations. Premier point, première compétence très importante. Rédiger des projets d'actes. Évidemment, le collaborateur juriste notarial ne va pas rédiger seul un acte. On en est bien conscient. Il va contribuer, proposer peut-être au fil du temps des projets d'actes. Donc très important également comme compétence. Il va devoir analyser les conséquences des actes qu'il rédige. Si je choisis telle clause, qu'est-ce que ça a comme effet? Donc vraiment s'interroger sur le sens. On est toujours bien sur le sens des choses. Pourquoi on fait telle chose et qu'est-ce que ça a comme conséquence si on fait cet acte-là, si on prend cet acte-là ou si on choisit cette clause. D'où on verra qu'il faudra entraîner vraiment les jeunes à choisir aussi des clauses pertinentes ou à dire pourquoi une clause n'est pas pertinente. Ensuite, comprendre les notions de fiscalité et de taxation. On dit bien comprendre. Il ne s'agit pas ici, on n'en fait pas des comptables taxateurs. Nous l'avons écrit d'ailleurs dans le guide d'accompagnement. L'idée, c'est simplement qu'ils comprennent pourquoi il y a une taxation, comment elle se calcule. Mais voilà, on ne va pas passer des heures et des heures à leur faire calculer des émoluments, des frais, etc. Et puis, enfin, faire preuve de rigueur dans le choix des techniques. Je n'y reviens pas, j'en ai parlé, le choix notamment des clauses. Donc, des compétences professionnelles.
Alors, il y a une toute petite différence sur le bloc 3, une différence d'ordre pédagogique et pas d'ordre de compétences professionnelles pour l'après, quand ils seront en office, sur rédiger des actes, des projets d'actes. Pour des raisons de différenciation, et on en parlera plus le 7 juin, de différenciation de l'évaluation, dans le bloc 3, nous ne serons pas sur une attente de rédaction d'actes, mais plutôt sur une attente de choix de clauses ou de remédiation à des erreurs dans les clauses. Donc, il y aura quelques petites différences, mais attention, c'est plus des différences pédagogiques pour pouvoir bien différencier les épreuves. On vous reparlera de tout ça le 7 juin. Donc ne nous posez pas de questions là-dessus aujourd'hui. Ce n'est pas prévu à la journée. Mais ce ne sont pas des différences, bien sûr, d'attendus professionnels, puisque en études, les collaborateurs, selon leur avancée dans leur professionnalité, rédigeront ou ne rédigeront pas d'actes, forcément. Alors ensuite, des compétences juridiques. Ça, on insiste bien sur la nécessité, mais c'est inutile, vous le savez parfaitement, de maîtriser les savoirs juridiques et d'avoir des compétences. Alors, analyser, qualifier juridiquement. Bon, un juriste qui ne qualifie pas, ce n'est pas un juriste. Bon, c'est le premier travail du juriste, de qualifier. Hein, si on ne qualifie pas, on ne peut pas faire de droit. Donc, il faut entraîner absolument vos étudiants à la qualification juridique. Tant qu'ils n'ont pas compris ce qu'est que la qualification, c'est quand même difficile ensuite de progresser dans les études de droit. Exploiter une documentation juridique, M. Mecky en a parlé, on va utiliser des codes. Il fallait utiliser déjà avant, mais là, vraiment, on en reparlera pour le bloc 7, et encore plus le 7 juin quand on parlera certification. Il faut absolument entraîner vos étudiants à la manipulation d'un code. C'est-à-dire pas seulement je mets des extraits, enfin des articles de code dans mon dossier. Non, ils ont un code où ils vont sur Internet, puisque maintenant on n'a plus besoin d'avoir le code sous la main, mais bon. En général, quand on est juriste, on aime bien avoir son code quand même. Mais bon. Mais enfin, sinon on va sur Légifrance et puis on va apprendre à manipuler. Évidemment, après, il faut comprendre, etc., ce qu'on lit, c'est autre chose. Mais il est important de manipuler et d'utiliser donc les codes. Alors, documentation juridique, après, vous connaissez la jurisprudence, des articles de doctrine didactisés, etc., etc. Proposer une solution argumentée juridiquement. Alors, là encore, je n'apprends rien aux juristes que vous êtes, que faire du droit, c'est apprendre à argumenter, et que l'argumentation juridique, c'est un pilier, c'est pas mécanique. Les étudiants, quand ils démarrent des études de droit, ont souvent l'impression d'abord qu'il n'y a qu'une vérité et qu'il suffit d'appliquer. C'est un peu plus compliqué que ça, et il faut argumenter. Donc, apprendre à argumenter, ça fait partie de la méthodologie juridique. Et puis enfin, construire ensuite le raisonnement. Une fois qu'on a qualifié, qu'on a argumenté, on peut construire un raisonnement. Et là, j'empiète déjà sur ma camarade du bloc 7. Mais tu vas nous développer tout ça. Alors, dans le bloc 2, je vous ai remis les 7 activités. Je pense qu'on ne va pas s'étendre sur la question. Et là, pour le coup, il y aura une diapo bloc 3, indispensable, mais Lorena la présentera après. Voilà. Ah oui, pardon. C'est parce que j'ai... Oui, voilà. C'est union et après désunion. Pardon, merci, Monique, de cette remarque. Donc, filiation, union, désunion, protection des personnes vulnérables, libéralité, succession, indivision. L'ordre n'est pas forcément dans vos progressions. On mettra, alors, nos camarades du bloc 3 ont déjà bien avancé sur des idées de progression. Bloc 2, nous sommes un peu moins, nous y avons réfléchi. Les collègues qui vont vous présenter la séquence pourront en parler un petit peu oralement, mais on déposera sur Via Edu, pas mis nous dans le guide d'accompagnement,
Mais par contre, on a prévu de déposer un exemple, hein, parce que ça n'est qu'une proposition et il n'y a pas de vérité absolue en la matière. Hein. Bien. Alors, vous allez aussi travailler avec un guide pédagogique. J'ai vu que bon nombre d'entre vous vous avez de saines lectures, puisque vous l'avez presque tous et toutes en votre possession. Pardon. Mais c'est le best-seller de cette salle, en fait, je crois. Ah, c'est ça. Je ne sais pas si les droits d'auteur vont être conséquents, mais bon. Donc, à quoi ça sert un guide pédagogique ? Premièrement, ça permet de délimiter les savoirs. Vous savez, c'est toujours la grande question quand on est enseignant. Jusqu'où doit-on aller ? Alors, est-ce que ça, il faut que j'en parle ou est-ce qu'il ne faut pas que j'en parle ? Est-ce que je m'arrête à ça ? Nous avons essayé de faire ce travail, de dire il faut faire telle et telle chose et ça, il ne faut pas le faire. Voilà. Ou ce n'est pas utile d'avoir des développements très importants sur telle question. On a parlé tout à l'heure de la taxation. Voilà, on ne va pas faire des heures et des heures sur la taxation. Bon. Donc, des limites. Ça explicite, deuxièmement, ce que doit savoir faire un étudiant. Très souvent, on a d'ailleurs eu parfois du mal à renouveler nos phrases, l'étudiant doit être capable de. Hein, plusieurs fois, vous avez cette phrase. Donc voilà, ça vous donne aussi des exemples de quel acte on doit travailler, quel type de clause. Voilà. Donc c'est vraiment, on s'est dit en écrivant ce guide qu'on le faisait pour quelqu'un qui arriverait en BTS CJN. Comme ça, vous savez, il y a des tas de collègues qui arrivent. Nous en avons dans la salle, en fait. Voilà, nous en avons dans la salle. Donc, et là, on s'est dit, voilà, on arrive, on lit le référentiel, mais quand on n'est pas du tout dans le BTS, peut-être que ce n'est pas toujours suffisamment précis. Donc, le guide, ça apporte des précisions sur ce que l'étudiant doit être capable de faire. Ça donne des pistes de situation professionnelle. Là, on va beaucoup vous parler de situation professionnelle. Et éventuellement de documents ressources. Hein. Les collègues qui ont contribué, et que je remercie ici, parce qu'il y a des enseignants qui ont fait un énorme travail depuis le début. Ce n'est pas les IPR qui ont le plus travaillé, ce sont vraiment les enseignants. Et les collègues, comme ils sont dans le bas, si je puis dire, ils donnent des idées. Moi, quand je fais tel cours, je fais telle chose. Voilà, je vais voir telle personne. Donc, voilà. Et puis, ça précise les transversalités avec les autres blocs, systématiquement. Et surtout, je dirais bloc 1, bloc 7. Parfois, bloc 8. Est-ce que si vous avez suivi la première partie en visio, Stéphanie Guyon, vous avez fait une capsule, une présentation de cette utilisation du guide pédagogique. Ceux qui n'étaient pas présents peuvent le suivre en replay. On vous a envoyé le lien vers le replay qui vous permet de revisionner tout ça. Une petite précision sur les documents ressources. La bibliographie n'est cytographie. Je ne sais pas comment on peut dire, toutes les graphies que vous voulez. En tout cas, les documents ressources ne sont pas inclus finalement dans le guide pédagogique, tout simplement parce que nous voulons en faire une interactive ou plus exactement actualisable. Donc elle sera en ligne sur le site du CRCF, ce qui permettra à l'équipe de BTS CJN du CRCF de vous l'actualiser régulièrement. Donc, toutes nos excuses si vous ne trouvez pas dans ce guide pédagogique une bibliocytographie, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour que vous en ayez une qui ne soit pas, caduque, à peine publiée. De toute façon, vous savez bien que le droit évolue tellement vite que c'était quand même... Nous avons commencé à la faire. Et puis on s'est bien alimenté déjà. Finalement, et d'abord il y avait beaucoup de choses. Et donc, on a préféré reporter effectivement sur le site du CRCF. Ça paraissait plus logique. Et puis, vous, n'hésitez pas à contribuer sur Via-Éduc quand vous voyez des choses. C'est ça l'intérêt aussi. Dire, il faut mutualiser. C'est un gros travail, une réforme, pour vous également. Mutualiser. N'hésitez pas. Un petit peu de spoiling ou de teasing pour le 7. Voilà. Alors quand même, le bloc 2, une diapo sur l'évaluation. Bon, prendre grand-chose. Une épreuve ponctuelle de 4 heures. On a quand même tenu
à ce que les deux blocs emblématiques du métier de collaborateur juriste notarial soient évalués, continuent d'être évalués à l'écrit, donc sur une épreuve ponctuelle, qui part d'une situation professionnelle avec une base documentaire et puis une série de questions, de problématiques soulevées. Voilà. Eh bien, c'est l'heure de passer au bloc 3. Alors, le bloc 3, donc, il s'agit du bloc concernant la conduite d'un dossier en droit immobilier et en droit de l'entreprise. On va donc y retrouver 7 activités. On a donc les 5 premières activités qui concernent le droit immobilier, donc la conduite d'un dossier concernant différents biens et différents contrats. La première activité concerne une présentation un peu générale sur les opérations immobilières. Nous reviendrons en détail sur cette première activité lors de notre intervention tout à l'heure. Ensuite, on retrouve 3 activités qui vont concerner les actes courants à l'office, donc notamment les baux, les contrats préparatoires et l'emblématique vente immobilière. Et ensuite, une 5e activité donc consacrée à la négociation immobilière qui prend de l'ampleur dans les études. En tout cas, nous étions moins habités en région parisienne. Ensuite, nous retrouvons donc 2 autres activités consacrées donc à l'étude et au droit de l'entreprise. Ces activités ont pour objectif de répondre aux besoins de l'entreprise et on a fait le choix de recentrer ces problématiques à 2 types d'activités. Donc, premièrement, l'activité 6 sur la participation donc aux opérations de cession de fonds de commerce. Et ensuite, l'activité 7 qui va donc concerner tous les actes dans lesquels une entreprise va être partie. Alors, ensuite, dans un deuxième temps, vous avez ces activités doivent être reliées aux attendus. Les attendus dans le référentiel sont listés dans le référentiel dans ce qu'on appelle le RAP. Oui, c'est bien ça, dans le RAP, voilà. Oui, enfin, le référentiel des activités professionnelles. Voilà, le A m'avait échappé. Donc voilà, référentiel des activités professionnelles. Quand vous avez le référentiel, vous avez cette partie qui liste donc ces fameux attendus. Donc ces attendus, en fait, il faut bien les mettre en perspective avec la capacité de l'étudiant, une fois qu'il est diplômé, à entrer sur le marché et à répondre aux attentes professionnelles d'un jeune collaborateur. D'accord ? Et donc, les attendus recoupent essentiellement, finalement, les missions du collaborateur. Et je vais vraiment rapidement essayer de vous en faire une synthèse. Il s'agit d'abord du choix adéquat de l'acte et la volonté d'adopter une démarche qui permette de sécuriser l'acte en vue de la prévention éventuelle de conflits. Ensuite, dans un deuxième temps, on va retrouver la capacité pour le collaborateur à détecter les spécificités dans le dossier qui vont entraîner en fait la mise en place de démarches et de formalités adaptées à la situation des clients dans le dossier. Ensuite, on retrouve donc l'ensemble des éléments sur la rédaction des clauses. Donc, on est bien d'accord, le jeune et on en avait longuement discuté avec les notaires lorsqu'on avait auditionné les collègues, l'ensemble de nos notaires partenaires. Forcément, il y a une évolution, il y a des steps dans l'arrivée d'un jeune collaborateur à l'office qui va commencer par constituer et en fonction de sa dextérité, de ses capacités, de son implication, peut aller petit à petit vers de la rédaction d'actes simples, accompagnés en autonomie, ainsi de suite, et puis en fonction de son évolution professionnelle, aller monter en compétence vers une gestion en autonomie un peu plus grande. Donc la rédaction des actes, effectivement, ça doit rester quand même en ligne de mire, un objectif. On doit accompagner les étudiants à acquérir cette capacité qui viendra tôt ou tard être chapeautée donc leur intégration professionnelle. Et donc on a fait effectivement le choix dans le programme, le référentiel, c'est de leur donner en fait des réflexes, des mécanismes de choix, de sélection, de modification de clauses, etc. Donc voilà. Et dans le guide d'accompagnement, à chaque fois, on a précisé est-ce qu'on conseille d'amener une rédaction complète de l'acte ou pas, parce que en fonction de la nature de l'acte.
Ensuite, on retrouve donc les éléments liés, en tout cas nous dans le bloc 3, à la publication des mutations et à la conservation des actes. Et enfin, on termine donc effectivement toujours sur la taxation des actes. Pareil, au niveau de la taxation, lorsqu'on avait auditionné les notaires, la volonté était d'éveiller les étudiants à la problématique d'abord des droits de mutation à titre onéreux, être capable d'expliquer aux clients quels sont les droits qui vont être payés dans un dossier, notamment liés à l'acte. Mais il ne faut pas oublier qu'en fonction de la configuration des études, un étudiant peut être amené, notamment par exemple dans une petite étude, à prétaxer un acte finalement, à préparer notamment, je donne un exemple, les demandes Comedec, etc. Donc il doit quand même se dire, je fais des formalités dans mon dossier, le client va me demander combien ça coûte et je dois être capable de préparer ce travail, donc faire une prétaxe. Et donc ce qui était quand même attendu, c'était que l'étudiant sache bien distinguer les droits à verser dans le dossier et soit quand même en mesure de tarifer un petit peu les démarches qu'il fait dans le dossier et préparer le travail du formaliste ou du comptable taxateur. Donc voilà pourquoi c'est attendu. Alors, une toute petite diapo sur l'épreuve de la partie immobilier entreprise. Une épreuve écrite de 4 heures, exactement le même format, on va dire, de temps que l'épreuve sur le droit de la famille, mais avec une différence qui pourrait paraître anodine comme ça. C'est juste un entrefilet dans la définition de l'épreuve que vous trouvez dans le référentiel, mais un entrefilet qui a son importance de taille. Ce ne sera pas une situation professionnelle, mais plusieurs. Il y aura forcément de l'IMO et de l'entreprise. Forcément. Donc vous verrez cela plus tard, notamment si nous nous lançons dans la production d'un sujet zéro, mais la définition de l'épreuve précise bien qu'il y a forcément une situation, forcément une situation sur le droit, les biens immobiliers et une situation sur les biens de l'entreprise. Mais ça veut, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait que 2 situations. Bien sûr, qui s'appuie sur un contexte réel didactisé, autrement dit un corpus documentaire, pas de questions ex nihilo, et un questionnement sous forme de code-signe qui permet de questionner sur les compétences. Donc, juste ces quelques petits mots, histoire de vous annoncer un petit peu ce que nous ferons ensuite pour l'examen. Mais je rappelle bien que c'est l'objet du 7 juin et de publications que nous ferons a posteriori.